répète que ce système incroyable ici de, de récepteurs capables de reconnaître n'importe quel antigène, ce système a aussi inventé la mémorisation des lymphocytes, mémorisation des cellules. Et cette mémorisation de cellules, elle est telle que une étude parue en 2008 a montré que des personnes ayant survécu à la grippe espagnole, donc de 1919, présentaient en 2008 encore des anticorps circulant dans leur sang correspondant au virus de la grippe espagnole. Vous vous rendez compte? Donc cette mémoire, elle a duré de 1919 à 2008, donc un temps incroyablement long. Donc cette mémoire immunitaire, vous l'aurez compris, c'est une caractéristique incroyable que nous avons à notre disponibilité, à notre disposition, pardon, pour nous prémunir d'une deuxième infection. Et cette deuxième infection, donc nous commençons le chapitre 15, une capacité extraordinaire du système immunitaire. J'aurais d'ailleurs pu écrire une deuxième capacité extraordinaire du système immunitaire, et vous l'aurez compris, c'est la mémoire immunitaire. Alors vous pouvez aussi écrire chapitre 15, la mémoire immunitaire. C'est vous qui voyez, c'est votre cours. Donc cette mémoire immunitaire, elle a été découverte par Louis Pasteur, et je vous commente cette découverte. En fait, Louis Pasteur laisse pendant 2 semaines une culture de bactéries, la bactérie du choléra chez la poule, et quand il revient 2 semaines après, probablement après, oui c'est vacances d'ailleurs, c'est marqué ici, lorsqu'il injecte cette culture vieillie, mais il ne le sait pas vraiment à ce moment-là, à des poules, en tout cas à un lot de poules A, ben, ces poules survivent. Alors, il s'en étonne, et comme tout bon chercheur, il, il cherche à savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Est-ce que c'est la poule qui a un super système immunitaire, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la culture de bactéries? Alors, il récupère ces poules ayant survécu, et cette fois-ci, il prépare une culture fraîche de bactéries du choléra de la poule, et il injecte donc cette culture fraîche à la poule ayant survécu, et à une poule B, un lot de poules B, qui, elle, n'a pas reçu la vieille culture de bactéries, et vous l'aurez compris, cette poule B, malheureusement, est morte du choléra, et celle-ci a survécu. Donc, Louis Pasteur se dit qu'il tient là quelque chose euh, qui est de l'ordre donc de la mise en mémoire d'un premier contact avec, euh, avec un agent pathogène, et probablement, d'après lui, que cet agent pathogène était un agent pathogène moins virulent, puisque la culture avait vieilli pendant ces 15 jours de vacances. Voilà comment. Alors bon, avant lui, il y avait d'autres chercheurs, notamment en Angleterre, hein, qui ont fait des constats un petit peu similaires. Mais Louis Pasteur a été probablement le premier, hein, vous connaissez les termes de pasteurisation, voilà, qui a vraiment été le premier à pousser ses travaux de manière à bien comprendre comment fonctionnait cette mémoire immunitaire. Et alors Louis Pasteur, deux mots, hein, puisqu'on est dans la région Grand Est, c'est quelqu'un qui est né à Dole,
qui a fait son lycée donc, à Dole, et puis ensuite qui a travaillé à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, pas très longtemps avant de regagner la capitale, évidemment, c'était là qu'il fallait être. Et il a travaillé dans un laboratoire au sein de l'école normale supérieure donc de Paris. Et il y a fait quasiment toute sa carrière. Et son premier fait d'armes à Louis Pasteur, ça a été de démontrer que la génération spontanée n'existait pas. Alors je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la génération spontanée, mais pour les curieux de science, vous irez voir ce qu'est donc la génération spontanée et comment Louis Pasteur a réussi à démontrer de manière assez magistrale devant un parterre donc de l'Académie des sciences euh, que la génération spontanée n'existait pas. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, évidemment, la vaccination préventive débute, hein, pas, pas forcément avec Pasteur, mais Pasteur fait vraiment de gros travaux sur la vaccination, notamment au niveau de la rage en fait. Et si ce mot en fait vaccination vient de vaccine, euh, qui veut dire, je crois, quelque chose comme la vache en anglais. Euh, et donc, bien avant Pasteur, on avait déjà utilisé des veaux pour faire des expériences d'immunisation donc d'humains. Donc voilà, ça c'est l'origine du mot. Et donc quand on vaccine quelqu'un, on lui injecte des produits qui entraînent une réaction immunitaire, mais bien évidemment qui ne sont pas pathogènes, parce que si on injectait à chaque fois quelque chose de pathogène, ce serait assez catastrophique. Voilà. Et lorsque on fait ça, on provoque la formation d'un réservoir de cellules mémoire, donc qui sont dirigées contre l'agent responsable d'une maladie. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques documents qui montrent cette réaction immunitaire qui se mémorise et qui augmente au fur et à mesure des injections. Alors avec ce document ici par exemple, lors d'une première infection, alors une première infection en immunologie ça s'appelle une primo-infection donc, et là ça s'appelle une infection donc secondaire. Vous avez donc une réponse primaire du corps humain et vous constatez que ici le virus pendant quelque temps, ici vous avez donc la concentration en virus qu'on appelle la charge virale en fonction du temps. Vous constatez que lors d'un premier contact, cette quantité de virus, elle augmente, bon, faiblement, hein, puisqu'on passe de 6 unités à 7 unités, mais que lors d'un deuxième contact avec le même virus, vous voyez que le virus, il n'a même pas le temps d'augmenter. Hein. Il est tout de suite en train de baisser. Et donc, pendant ce temps, au moment de la première infection, vous avez la quantité de lymphocytes T cytotoxiques qui est basse et la quantité d'anticorps qui elle aussi est basse pendant au moins 5 jours. Et cette période, c'est ce qu'on appelle la période de latence. C'est celle que connaissent actuellement les gens qui sont infectés par le coronavirus, puisqu'on dit qu'il faut entre 5 et 7 jours après donc l'infection, la survenue des symptômes, et qu'ensuite, il va falloir environ 6 à 7 jours pour que la réaction immunitaire se mette en place. Alors on dit 14 jours au total, hein, depuis l'apparition des symptômes, pour que vous voyez ici la charge virale baisse drastiquement. Voilà. Donc ça, ce document, j'aurais pu vous le montrer lors du chapitre précédent. Et maintenant, ce graphique,
lors d'un deuxième contact avec le coronavirus, donc les personnes qui vont être peut-être réinfectées par le coronavirus, on va dire quand il va revenir l'hiver prochain, si jamais il revenait, vous voyez donc qu'ici, il n'y a plus la période de latence qu'il y avait ici. Et pourquoi? Parce que, en fait, les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques ont été mis en mémoire, et dès le premier contact, dès la première heure du premier jour, avec le même agent infectieux, alors ces cellules mises en mémoire sont remobilisées pour fabriquer tout de suite des anticorps, et tout de suite, vous voyez ici une quantité astronomique de lymphocytes T cytotoxiques. Et donc vous voyez que si ici il nous a fallu environ 13 à 14 jours pour voir disparaître le virus, ici en une semaine c'est réglé. Et d'autre part, ici vous n'aurez quasiment pas de symptômes de cette infection. Donc en fait, vous n'allez quasiment pas vous en apercevoir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document? Non? Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous injecte lors d'une vaccination? On nous injecte des antigènes purifiés d'un virus. Et par exemple, pour le vaccin contre la grippe aviaire, c'était le virus H5N1. H, c'est pour ces hémagglutinines, et N, c'est pour les neuramidases qui sont issues. Donc ici, vous avez le virus de la grippe. Hein. C'est aussi un coronavirus, hein, le virus de la grippe, comme le virus de la grippe aviaire. Mais on vous injecte également ce qu'on appelle un adjuvant. Alors, adjuvant, c'est un truc additionnel. Hein. Voilà, vous avez la racine ici additionnelle. Et cet adjuvant, je vais vous montrer, grâce à ce document, à quoi il sert. Voilà. Ici, vous avez la concentration en anticorps, toujours en unité arbitraire, mais attention, vous avez une échelle logarithmique ici. Et vous avez ici en vert la quantité d'anticorps sans adjuvant lorsqu'on utilise un vaccin sans adjuvant et lorsqu'on utilise un vaccin avec adjuvant. Donc je disais la quantité d'anticorps après la première injection et après la deuxième injection en rose ici. Bon, la différence est énorme. Vous voyez qu'on a à peu près quelque chose du simple au double, enfin pas du simple au double puisqu'on est sur une échelle logarithmique, du simple au quadruple après la première injection, et après la deuxième injection, alors là, on a des chiffres qui s'envolent. Donc, on constate, et on a constaté depuis assez longtemps, que ajouter quelque chose aux antigènes de l'agent pathogène permettait de stimuler grandement la réaction immunitaire. Alors, du coup, quel est le mode d'action des adjuvants? En fait, on pense que les adjuvants déclenchent, entraînent une réaction inflammatoire plus importante que lorsqu'ils ne sont pas là. Et comme vous le savez, la réaction inflammatoire prépare la réaction immunitaire spécifique d'un agent infectieux, alors, du coup, on dit qu'elle potentialise, ces adjuvants potentialiseraient l'effet donc des antigènes qui sont injectés. Alors, vous voyez, le système immunitaire est donc bien stimulé, on est bien content, on a une bonne protection, mais il se dit dans les milieux scientifiques que cette surstimulation, qui est très bonne donc pour nous protéger de l'agent infectieux potentiel, pourrait être à l'origine de l'augmentation des allergies, puisqu'on a une certaine corrélation entre l'utilisation d'adjuvants depuis environ les années 80 et l'augmentation depuis aussi les années 80 des cas d'allergie. Alors c'est une hypothèse de travail, il y aurait d'autres explications.
Je vous laisse chercher, mais voilà. Donc, une bonne stimulation du système immunitaire, vous le voyez ici, grâce aux adjuvants. Ces adjuvants, ce sont donc des molécules hein, qui sont des molécules, à un moment donné, d'ailleurs, il y avait que vous voyez ici, et puis à un moment donné, on a accusé par exemple l'aluminium, on a injecté de l'aluminium euh, pour donc stimuler la réaction inflammatoire, et on s'est dit que quand même des sels d'aluminium, ça ne devait pas être très très bon. Voilà. Donc là, on a parce que c'est pas, comment dirais-je, biodégradable. Donc là, on a des molécules qui le sont plus, hein, d'accord. Donc c'est probablement mieux toléré. Donc voilà pour la réaction liée à la réaction immunitaire liée à des adjuvants. Et donc, comment ça se passe un bon vaccin, comme un vaccin d'été polio que vous connaissez, qui nous protège donc de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite. Alors, dès la naissance, au bout de quelques mois, on vous fait des injections, que l'on répète à 2, 3, 4 mois, puis un rappel à 16 mois, pardon, puis un rappel à 6 ans, et ainsi de suite, et ensuite un rappel tous les 10 ans, de manière donc à avoir une bonne protection contre cet agent pathogène, et donc de stimuler, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez ici une personne donc, qui est des lots de personnes pardon, âgées entre 16 et 31 ans, et vous voyez que la part, donc si ici c'est la naissance, la part des lymphocytes mémoire augmente durant donc l'enfance, puis l'adolescence, et puis ensuite la prime jeunesse, et vous voyez que la part des lymphocytes naïfs, elle, a tendance à diminuer. Au début, on a beaucoup de lymphocytes naïfs, ensuite, on en a un petit peu moins. Et donc, le phénotype immunitaire, nos cellules immunitaires mémoire, ne cesse donc d'augmenter au fur et à mesure de nos contacts avec des agents pathogènes, et ce jusqu'à notre mort en fait. Hein. Voilà. Et enfin, dernière idée, donc, vous le comprenez, notre système immunitaire a tendance à se dégrader un petit peu avec l'âge, raison pour laquelle les personnes âgées sont plus vulnérables aux infections par le coronavirus. Voilà, j'ai fait le tour de la question.